Wesh les gens, c'est Revive. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle review du chapitre 99 de Jojo Lion, un chapitre qui m'a littéralement fait crier au visionnage d'héros comme énormément de monde. On verra ce qu'il en est. Pour ce qui est de la cover, bon, vous connaissez mon affect limité pour Toru, donc forcément je suis pas hyper fan, cependant la phrase d'accroche « tous les éléments mènent à cet homme » est très intéressante. Le teaser qui a été balancé avant la sortie du chapitre annonçait une backstory à propos de Rai ou Satoru. On peut donc s'attendre à un flashback développant le lore du manga. Et vous le savez bien, on a été surpris. Sinon, le prochain Ultra Jump sera un numéro spécial Jojo Lion, avec sûrement une cover dédiée. La cover du tome 24 sera aussi probablement révélée entre temps, et pour ce qui est de cet Ultra Jump du coup, il contiendra le chapitre 100. Donc chapitre 100, on peut s'attendre à quelques surprises je pense, puisque c'est quand même un chiffre ultra symbolique. Pour ce qui est de la review, on retrouve le schéma habituel, mais j'ai juste une annonce à vous faire aujourd'hui, donc allez au timecode si vous voulez directement passer au résumé. Je vous invite tout de même cette fois-ci à regarder la partie résumée si vous avez l'habitude de la passer, car au vu de ce chapitre incroyable, je pense qu'elle est nécessaire. Et j'ai fait de mon mieux pour qu'elle soit agréable à regarder. L'annonce donc, j'ai ouvert un Utip sur la demande de pas mal d'entre vous, qui servira notamment à financer mon nouveau PC parce que en ce moment c'est vraiment la merde pour monter la chronique. Donc pour ceux qui connaissent pas Utip, en gros tu mates une pub, ça me fait gagner un petit peu d'argent, ou si tu veux tu peux faire également un don, mais tu peux très bien me rémunérer gratuitement en regardant quelques pubs. Donc si tu te sens d'humeur généreuse, n'hésite pas à passer faire un tour sur mon Utip, le lien est dans la description, et puis voilà, ça fait plaisir. Allez, sur ce, on est parti. Il est temps de revenir sur ce chapitre ô combien surprenant, à travers une review assez longue et complète, afin de rendre hommage, comme il faut, à ce chapitre, qu'on peut d'ailleurs qualifier de coup de génie. Alors, le chapitre ne commence pas d'une manière conventionnelle. On ne retrouve ni Joshu, ni Josuke, ou ni n'importe quel autre personnage. Un narrateur nous explique des choses sur les hommes rochers, en l'occurrence ici, le fait qu'il n'existe pas de distinction entre un homme rocher féminin et une femme humaine. Un homme peut se reproduire avec une femme rocher, mais pas l'inverse donc. S'ensuit une explication de la manière dont se passe la naissance. Vous avez lu le chapitre, je vais donc abréger. La mère porte le fœtus pendant 6 mois, et, une fois que l'enfant naît, est déposé complètement nu au pied d'un tronc dans une forêt par sa génitrice. Un bébé de l'espèce des hommes rochers étant minuscule, des insectes foncent dessus et l'emmènent dans les airs. S'ensuit donc un long combat, duquel l'enfant peut sortir vainqueur ou non. S'il survit, son corps commencera doucement à se transformer en pierre, alors encore en train de voler attaché à l'insecte. Une fois que l'insecte, en l'occurrence ici une guêpe ou un frelon, on sait pas trop, retourne dans sa ruche, l'enfant va alors ramper jusqu'à trouver la reine. Recherchant une chaleur, il va alors entrer dans son corps. Pendant 17 ans, il ne fera que changer de corps selon les générations de reines, et apprendra tout du monde extérieur depuis cet endroit chaud et rassurant. Une fois ce temps écoulé, le corps grandit subitement. On nous montre ici pour exemple notre cher Toru, prouvant donc bien qu'il s'agit d'un homme rocher. On a ensuite une explication sur la raison d'être des hommes rochers, et c'est assez fascinant à vrai dire. Je ne rentrerai pas dans les détails car ce documentaire animalier digne de National Geographic n'a que trop duré, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont été conçus comme une sorte de plan B, si les espèces actuelles venaient à disparaître. Ainsi est donc le rôle des hommes rochers. Ils existent depuis très longtemps et vivent en général reclus, mais il arrive qu'ils s'infiltrent dans la société humaine par intérêt, comme le groupe d'Odamo ou Toru. Enfin, reste à savoir quel est son intérêt à lui. On apprend aussi que les hommes rochers ne ressentent quasi pas d'émotions, et qu'il est impossible qu'une relation mutuelle existe entre humains et hommes rochers. Et à côté de cette explication, on retrouve nos héros de Steel Ball Run, ainsi que Lucy Steel, qui parle de la paume du diable et du sol de Morio. Elle possède également une mallette Speedwagon Foundation, et hop là, on va pas rentrer dans la partie review maintenant, mais vous vous doutez que j'ai énormément de choses à dire là-dessus. On voit ensuite la page qui a fait crier tout le monde. Un masque de pierre, des flèches tenues par Enya elle-même, Josefumi et Kira. Rassurez-vous, je ne pense pas que cette page ait de raison de nous faire nous poser un tas de questions, enfin j'y reviendrai. Et hop, transition Toru et son gang, puis on retrouve une tombe traditionnelle lors d'un enterrement. Devant cette tombe figure Rai Mamezuku, alors enfant. On assiste ici à l'enterrement de son père. Puis sort de la foule un Noriske rajeuni d'une quinzaine d'années, serrant Rai dans ses bras. Mais Rai tique sur quelque chose.
Il trouve cela étrange, que le verger de son père, qui est un professionnel, ait été détruit par de simples insectes. Norisque dément ses propos. Le verger et son père ont été détruits à cause d'un glissement de terrain. Les deux hommes remarquent ensuite quelqu'un qu'ils ne connaissent pas dans la salle. Il possède des cheveux en boule, une canne, un long manteau noir, et il partira de la salle en enfilant un chapeau melon. Allez, arrêtons de tergiverser, c'est une bien étrange coïncidence que Satoru Akefu apparaisse dans cette situation, non? Après un incident avec des insectes tuant quelqu'un de par un enchaînement désastreux d'événements, non? Enfin, je digresse. Puis transition sur le regard de Mamezuku. On revient donc dans le présent. Mamezuku comprend instantanément qu'il a en face de lui le meurtrier de son père. Satoru annonce à Josuke que le Lokakaka vient vers lui, grâce au courant. Le courant est une calamité, et il révèle qu'il est Wonder of You. On tient donc officiellement le nom du stand de notre antagoniste principal. Enfin, si ce n'était qu'un stand du moins. Tout à coup, DDD, on va abréger le nom atroce de cet insecte rocher, attaque Josuke au visage avec un poison ressemblant étrangement à ce que les insectes ont lancé dans le flashback de Mamezuku. Josuke est propulsé hors de la fameuse chaise de laquelle il ne devait pas bouger, et Rai le prévient que c'est du poison. S'il essaye de fuir par le haut, il en viendra à tousser de l'amiante. Wonder of You le rectifiera en disant que cette amiante surgira s'il étend ses membres. C'est la façon de faire de DDD. Il regarde ensuite Mamezuku et confirme que c'est cet insecte qui a bouffé le verger de son père, et que sa mort n'est bien sûr due qu'à un glissement de terrain. La fameuse Dark Determination apparaît dans les yeux enragés de Rai, et le chapitre se termine ainsi. Alors, tout ce que j'ai à dire, c'est waouh. Le titre parle de lui-même. Ce chapitre est un coup de génie. Tant de cohérence dans le récit, d'intelligence dans la narration et de background passionnant. Alors certes, quand j'ai vu les RAW et que je suis tombé sur cette fameuse page, je me suis overhypé sur Twitter en disant que ce chapitre allait être historique, car forcément, voir des éléments de l'ancien univers dans cette partie 8 avait de quoi faire crier. Je vais vous dire par la suite pourquoi ça ne veut rien dire en particulier, mais toujours est-il que oui, même si ce n'est pas de la manière dont je pensais, ce chapitre est bel et bien historique. Alors pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer en revenant dessus point par point. Bon déjà, quand j'avais vu le teaser, je m'attendais à une backstory de Toru. Et c'est pas totalement ça qu'on a eu, même s'il est lié. On a eu encore mieux que ça, j'ai envie de dire, puisqu'on a eu le droit au mode de vie des hommes rochers depuis leur naissance, ce qu'ils sont exactement, pourquoi ils sont là, etc. Franchement, c'était un terrain glissant parce qu'il fallait vraiment trouver quelque chose d'incroyable pour expliquer ça. Et donc, vous l'aurez compris, voici le premier coup de maître d'Araki pour ce chapitre. Alors oui, ça n'a que très peu de sens cette histoire d'insectes, mais bon, pour rappel, on est dans Jojo Bizarre Adventure, mais c'est incroyable comme c'est intelligent et stylé surtout. Vous savez que j'adore quand Araki développe des espèces imaginaires à la manière des Rhodes ou des Hommes du Pilier, mais là, on est sur un tout autre niveau. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on nous montre pas juste comment les hommes rochers naissent et grandissent avec une cohérence folle, et puis basta. Ça va bien plus loin en réalité. On nous explique carrément leur raison d'être. En l'occurrence, un plan B du créateur, si les espèces conventionnelles venaient à disparaître. Et on comprend qu'ils sont là depuis le début de cet univers de Jojo. Et rien que ça, c'est fascinant. Oui, c'est le mot, fascinant. Savoir qu'une espèce humanoïde vit reculée et s'intègre parfois dans la société humaine, et ce, depuis le début de Steel Ball Run, eh bien c'est fou. Fou, car ça élève les enjeux et le lore de Jojo Lion à un niveau inimaginable et carrément transcendant. Voici le second coup de maître. Mais si ça ne s'arrêtait que là. Le fait que Lucy Steele, qui est probablement la narratrice du flashback, évoque juste après le mur de Morio et la paume du diable, n'est pas un hasard. Et si Jésus, dans cet univers, était un homme rocher? Et si c'était grâce à eux que les humains obtenaient leur stand? Et si Araki venait de faire un retcon en annonçant que les hommes rochers étaient également présents dans le premier univers et que les flèches et le masque de pierre venaient d'eux? Calmons-nous un peu, on va trop loin. Si je suis quasiment certain que la paume du diable et les autres manières d'obtenir les stands dans l'univers de Steel Ball Run viennent bel et bien des hommes rochers, il faudrait, je pense, réfléchir un peu plus pour le premier univers. Alors oui, nous montrer des éléments du premier univers peut porter à confusion, mais il s'agit sûrement que d'une référence nous disant que les hommes rochers sont à l'univers de Steel Ball Run, ce que les flèches et le masque sont à l'univers des 6 premières parties, soit
la manière d'obtenir les stands dans leur univers respectif. Ça serait donc comme le chapitre de Steel Run expliquant ce que sont les stands, avec des personnages des 6 premières parties. Donc ça serait simplement une référence très cool. Et puis voir ces éléments fait toujours très chaud au cœur. Alors attention, je ne dis pas qu'il est totalement impossible qu'Araki vienne de retcon son manga en disant que tout ça vient des Hommes Rochers. A vrai dire, on n'a que très peu d'indices par rapport à la météorite des stands, et le masque est comme par hasard fait de pierre. Ce serait très stylé en tout cas, et réellement un autre coup de maître. Alors attention, il est juste possible que Lucy fasse référence au cadavre sacré en parlant de la paume du diable et du mur de Morio, étant donné que ce dernier a pas mal de chances d'être enterré ici. Et bien sûr l'histoire de Jésus Homme Rocher ça part loin, et tout ça n'est que domaine de la théorie. Mais en tout cas, il y a pas mal d'éléments qui vont en ce sens quand même. Mais s'il s'avère que tout ça est vrai, ça serait juste fou. Sinon, je vais quand même débunk 2 autres choses que j'ai vu passer. Non, ce n'est pas Rina, la femme de Johnny qui apparaît au tout début du chapitre. Tout simplement car les Hommes Rochers sont décrits comme sans sentiment, alors qu'elle aime son mari et son fils. De plus, elle est la fille du premier Noriske, et les Higashikata n'étant pas des Hommes Rochers, c'est donc impossible. Ou alors faut m'expliquer, il y aurait clairement un souci de cohérence. Et deuxième chose, que j'ai moi-même cru la première fois, non, Enya et Hermès ne sont pas des femmes rochers. Encore une fois car elles éprouvent des sentiments, l'une pour son fils et l'autre pour sa sœur par exemple. Ce sont simplement des exemples pour montrer que les femmes humaines ne diffèrent pas des femmes rochers dans leur apparence. En tout cas, toutes ces références font vraiment du bien. Lucy Steele, Jairo, Johnny, les persos des anciennes parties, que ça fait plaisir, sérieux. On a même la Speedwagon Foundation qui est introduite dans ce chapitre. Reste à voir si elle aura une importance par la suite. Enfin voilà, j'en ai fini pour ce premier flashback, qui était donc l'une des raisons faisant de ce chapitre un chapitre historique selon moi. Mais il y en a un second, intervenant juste après. Alors déjà, voir Noriske et Rai avec 15 ans de moins, ça m'a fait kiffer, je tiens à le dire. On nous montre donc pourquoi les deux sont si proches, et quelles sont donc réellement les motivations de Mamezuku. En réalité, son père a été tué à cause de Wonder of You, après que le verger ait été mangé par DDD. La motivation de Rai est donc la vengeance. Assez classique sur le papier, mais au moins, ça rajoute du lore quant à Satoru et Rai. Il est donc temps de profiter de ce très habile retour dans le présent, pour passer à la rubrique habituelle que vous attendez tous, l'instant Satoru. Bon, c'est acté, Satoru est un stand. Celui de Toru et est nommé Wonder of You, soit l'une des possibilités qu'on avait aux côtés d'Endless Calamity et Crazy Train. Ce qui fait donc de Toru l'antagoniste principal de cette partie. Et oui, ça me fout le seum car c'est pas un perso que je porte spécialement dans mon cœur, et vous le savez. Mais il n'y a désormais plus de doute. Rien que sa représentation sur cette image, ça veut tout dire. Vous savez que si je n'aime pas Toru, eh bien c'est car il manque de développement. Pourquoi un homme rocher a eu une relation avec une humaine si ce n'est pour le profit? Mais dans ce cas, quel profit? Quelles sont ses réelles motivations? Pourquoi a-t-il tué le père de Rai et détruit son verger? Cela doit avoir sans doute un rapport avec les Higashikata et les murs qui voient, et même pourquoi pas, le cadavre sacré. On a eu un début de flashback pour lui. Comme début, on peut pas faire mieux vu que c'est littéralement sa naissance, mais je veux maintenant en voir plus et connaître ses motivations. Ce n'est pas rare d'avoir plusieurs flashbacks à la suite dans JJBA, alors pourquoi pas dans le 100e chapitre pour marquer le coup? Mais voilà. Satoru est toujours chelou. Un stand à apparence humaine, vous avez déjà vu ça, vous? Un stand qui a l'air d'avoir une personnalité si différente de son manière. À moins que Toru cache son jeu depuis le début, et que ça soit en réalité lui qui parle à travers Satoru lors de ses conférences ou de son face-à-face avec Josuke, ce qui expliquerait les étranges passages du relais du chapitre 97. Et puis, ça serait cohérent en termes d'âge et d'expérience, étant donné que Toru est un homme rocher qui est probablement plutôt âgé. Et également, ça serait logique que le stand de l'antagoniste principal ne soit pas qu'un stand automatique. Enfin bon, cette histoire de stand à visage humain par moment me perturbe toujours. Et s'il s'avère que ce n'est finalement qu'un stand, eh bien restera que c'est chelou comme stand. Je vais donc terminer cette review avec le combat contre Wonder of You et nos deux protagonistes. Déjà, est-ce qu'il doit toujours se servir de DDD pour attaquer, ou est-ce une capacité secondaire comme Shearer t'attaque? Quel est ce courant? Qu'est-ce que concrètement de vouloir le poursuivre? Il me tarde d'enfin savoir le fonctionnement exact de ce stand, qui reste l'un des plus grands mystères de la partie à ce jour. En tout cas, le combat s'annonce intéressant, avec un Josuke ne pouvant pas bouger à cause de DDD, et un Mamezuku déterminé à venger son père. Si en plus l'idée d'un combat sur deux plans avec le manieur d'un côté et le stand de l'autre s'avère être ce qui va réellement se passer, et au vu de la Dark Determination naissante dans les yeux de Mamezuku, je pense qu'on va assister à un combat final grandiose. Avant de conclure, je tiens juste à revenir sur un point négatif de ce chapitre, parce que oui,
Malheureusement, tout n'est pas parfait. Jusqu'ici, j'ai toujours complimenté le style de dessin de Jojo Lion. Et si en termes de découpage et de perspective c'est toujours assez exceptionnel, j'ai un problème avec les visages des personnages. On est pas mal à partager cet avis sur Twitter. Ils ne sont pas assez distingués. Johnny a un visage trop classique. Lucy Steele fait très Yasuo, et certains ont eu du mal à comprendre que la Dark Determination apparaissait dans les yeux de Mamezuku et non de Josuke. D'ailleurs, je trouve que le regard de Mamezuku est bien moins expressif qu'un Johnny ou encore un Josuke avec cette Dark Determination. Donc voilà, c'est le seul bémol de ce chapitre, en espérant qu'Araki s'en rende compte et essaye de corriger ça par la suite. Et bien ça y est, j'ai fini la review de ce chapitre historique et extrêmement rafraîchissant. Vous l'avez compris, c'est de par son incroyable extension du lore, ses deux incroyables flashbacks et l'annonce d'un combat exceptionnel que je considère ce chapitre comme historique. Une telle cohérence sur 130 tomes, c'est du jamais vu. Et je suis toujours bluffé de voir l'inspiration d'Araki ne jamais s'essouffler. J'espère donc beaucoup de choses pour le 100e chapitre, qui sera publié dans un Ultra Jump spécial avec un petit bonus. Chapitre bonus ou page supplémentaire, on ne tardera pas à le voir. Mais il me tarde de voir le flashback concernant les motivations de Toru et des explications par rapport au fonctionnement concret de Wonder of You, et aussi qui est vraiment Satoru. On a de plus en plus de réponses à nos questions, le récit avance à grands pas, et c'était un réel plaisir d'écrire et de réaliser cette review. Celle-ci était particulièrement longue et complète, donc j'espère qu'elle aura été pour vous à la hauteur de cet incroyable chapitre. J'ai fait de mon mieux pour vous livrer la meilleure review possible, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ou à venir mater quelques pubs sur mon Utip, ça m'aiderait grandement. D'ailleurs, un immense merci aux donateurs et aux membres de la chaîne, ainsi qu'aux nombreux tipeurs qui sont déjà passés voir quelques pubs sur mon Utip. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour la toute nouvelle chronique. Checkez bien la zone communauté pour ne pas louper la date de sortie quand elle sera révélée, et sur ce, portez-vous bien. Et si ce chapitre nous prouve encore une fois quelque chose, c'est bien que Jojo, c'est la vie. Et je me sens un peu con de faire une ref au chef, après sa vidéo sur les mangas moches. On en parle de cette hérésie ou pas? Non, j'en parlerai pas. Au revoir. Praises, he